Bonjour, merci d'être venu. On va commencer ce petit talk sur Angular et les performances. Alors, avant de commencer, j'ai deux messages. Un premier message personnel, est-ce que quelqu'un voit une place du Hellfest? Parce que j'ai pas réussi à en acheter, donc je cherche un badge. Donc vous venez me voir à la fin si vous avez des places à vendre. Et le deuxième point qui est un petit peu plus intéressant, c'est qui fait du Angular parmi vous? Angular 2 et plus, on est d'accord? Ouais. Okay. Baissez la main si c'est AngularJS. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. AngularJS, qui fait toujours de l'AngularJS. Ok. Ok. Donc ce talk n'est pas sur AngularJS. Oui. On va parler d'Angular 2. On se présente. Donc moi c'est Cyril, je suis directeur technique front de Sphère et je suis GDE, donc c'est Google Developer Expert sur les web technologies. Et donc dans le cadre de ce programme, on travaille sur Angular entre autres, mais aussi tout ce qui est Progressive Web App, Web Component, tous les frameworks web. N'hésitez pas, enfin on est vraiment là pour ça aussi. Si vous avez des questions sur le talk ou sur d'autres sujets, on est complètement disponible pour y répondre toute la journée. Et moi c'est Wassim, donc je suis développeur advocate chez Sphère aussi, sur Paris. Et je suis GDE également sur Angular et Assistant, Google Assistant. Voilà, alors, on est parti. On y va. On a prévu 2 slides, je crois que c'est pas plus. Un petit rappel quand même pour voir, parce qu'on va rentrer dans pas mal de petits concepts, et du coup on s'est dit on va quand même poser les bases tous ensemble pour voir de quoi on parle avec Angular. Surtout s'il y en a qui n'en ont pas fait, ça va être pas mal pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe derrière. Angular, c'est comme cette nouvelle génération de frameworks, c'est ce qu'on appelle les frameworks composants. Donc c'est comme Vue.js, c'est comme React, c'est comme Polymer. On a maintenant des frameworks qui sont à base de composants, et en emboîtant ces composants les uns dans les autres, en fait on crée un arbre, et notre application c'est un arbre de composants. Il faut voir un peu l'image, une image qui est très belle, c'est celle des Lego. Avec des petites briques de Lego, on commence à créer des objets de plus en plus complexes, et au final on a une application complète en Lego. Donc c'est vraiment ça ce qu'on a aujourd'hui. Et alors, un composant en Angular, c'est très simple. C'est l'association de 3 éléments. Ce qu'on appelle le template, donc ça va être la vue de votre composant, c'est du HTML, donc c'est avec du data binding dedans pour le rendre un petit peu dynamique, mais c'est vraiment ce que vous allez présenter à un utilisateur. La partie composant en bas, c'est vraiment le code, donc c'est du TypeScript ou du JavaScript, peu importe, mais c'est vraiment la logique de votre composant, donc qui est liée à ce template par l'intermédiaire de métadonnées. Donc c'est ça, un composant Angular, l'unité de base, c'est ça, c'est du HTML, du code, et j'associe les deux grâce à des métadonnées. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est, une fois qu'on a cette notion bien en tête, on se rend compte que la courbe d'apprentissage aujourd'hui, alors c'est pas que Angular, c'est les frameworks front de façon générale, ça devient de plus en plus compliqué. Qui a déjà voulu faire un Hello World et qui a passé la journée entière à récupérer NPM et que ça marchait pas? Il n'y a que moi? Non. Allez, soyez honnête. On a vraiment on a une vraie problématique aujourd'hui, c'est l'outillage. Donc on a des outils de plus en plus performants et de plus en plus complexes. Donc ce qu'on a voulu vous montrer, essayer de démystifier un petit peu aujourd'hui, c'est qui fait quoi. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un projet Angular, il y a plein de nouvelles notions, plein de nouveaux outils, et on s'y perd un petit peu des fois dans le rôle et l'utilité de chaque outil. Donc on va voir aujourd'hui, on va parler de TypeScript un petit peu, très vite. À quel moment TypeScript intervient et qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser avec TypeScript. On va parler de Webpack, donc vous verrez qu'avec Angular aujourd'hui, la stack recommandée utilise Webpack pour faciliter le développement, le build et le déploiement de vos applications, et on verra ce que Angular lui-même propose pour la gestion et l'optimisation en termes de performance. Alors, d'abord TypeScript. Qui fait du TypeScript déjà, un petit peu? Vous connaissez tous, c'est formidable. Je ne vais rien vous apprendre. TypeScript, donc c'est un superset à ES, XXX. L'idée, c'est d'avoir toutes les nouvelles features de JavaScript avec la notion de typage en plus, qu'on peut ou pas utiliser. C'est-à-dire que quand on fait du Angular, c'est à vous de décider où vous placez le curseur du typage. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire de l'Angular aujourd'hui en ES6 sans mettre de type, ou on peut utiliser des types, c'est à vous de voir. Ce n'est pas une obligation. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans la stack d'outils, dans un projet Angular, vous allez avoir quand même une phase à un moment donné où un compilateur TypeScript va intervenir. Donc c'est bien de savoir qu'il y a le compilateur qui va prendre votre code TypeScript et le générer en JavaScript. Souvent, ça se règle, on détermine quelle est la cible, mais on va plutôt utiliser du JavaScript ES5
pour être compliant sur tous les navigateurs. Donc ça, c'est un premier élément qu'on va avoir dans notre application. Ce qui veut dire que dans un projet Angular, vous allez trouver un fichier de configuration donc, qui va permettre de configurer le compilateur TypeScript. Donc on y touche rarement, mais voilà, c'est ce genre d'information qu'on peut avoir à modifier. C'est la target. Et si je suis sûr que je suis sur un navigateur ES6, je n'ai pas besoin de compiler en ES5. Les source maps, est-ce que je veux des source maps ou pas dans mes fichiers? Tout le monde voit ce que c'est les source maps? Voilà. Donc c'est ce genre de fichier qui va vous permettre de configurer ça. TypeScript, on n'y touche pas. Enfin, on code en TypeScript, mais on a très peu de choses à faire. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est quoi le rôle de Webpack? Parce qu'on dit, OK, il y a TypeScript, il y a Webpack et Angular. Qui a déjà utilisé Webpack? Vous êtes tous formidables aujourd'hui. Vous allez vous ennuyer à la conférence. Vous maîtrisez complètement le sujet. Webpack, en fait, c'est vraiment, ça peut être très simple comme très compliqué, comme tous les outils dans lesquels on rentre. La force d'Angular aujourd'hui, c'est de vous fournir un CLI, donc un outil en ligne de commande, qui préconfigure pour vous tout l'outillage Webpack. L'idée, c'est de vous dire, on ne veut pas que vous soyez dépendant d'un outil, et on ne veut pas que vous ayez à trop vous prendre la tête avec un outil. Donc l'équipe d'Angular a décidé de faire une abstraction donc, de l'usine de build. Aujourd'hui, ils utilisent Webpack, mais pour vous, c'est relativement transparent. C'est-à-dire que vous n'avez pas normalement à rentrer dans la configuration, mais c'est quand même bien, je pense, quand on commence à rentrer dans la performance et essayer de soulever un petit peu le capot, de savoir les outils qui sont en dessous. Donc Webpack, le principe c'est simple, à la base, c'est l'outil qui va parcourir vos fichiers JavaScript et construire l'arbre de dépendance. C'est-à-dire qu'on utilise des imports et des exports dans nos fichiers aujourd'hui. Et Webpack, c'est ça, il part d'un point d'entrée et il va regarder, bah, tu as besoin de ce fichier, je vais donc avoir besoin de le récupérer. Il va recréer comme ça tout l'arbre de dépendance. Et au final, l'objectif de Webpack, c'est vous de créer un bundle JavaScript. Donc de vous fournir ce qu'on faisait avant, quand on agrégeait avec des grunts ou des yeoman, c'est maintenant le travail de Webpack, tout en optimisant le code. Mais ça fait plus que ça aujourd'hui, Webpack. C'est-à-dire que ce n'est pas que cette fonction de bundling, ça va aussi appliquer tout un tas de transformations à vos fichiers. Donc vous avez deux façons d'appliquer des transformations, enfin d'interagir avec Webpack. La première, c'est la notion de loader. Donc ce sont des petits composants qui prennent des fichiers en entrée et qui les transforment en sortie. Donc typiquement, le bon exemple, c'est j'ai un fichier SAS, je veux le transformer en CSS. J'ai un fichier TypeScript, je veux le transformer en JavaScript. Donc vous voyez, ces petits loaders, ce sont des opérations unitaires sur des fichiers pour transformer le code. Et si vous voulez faire des choses plus compliquées, vous allez avoir ce qu'on appelle des plugins, qui eux vont plus rentrer dans des phases. Le build est découpé en phases, et ces plugins vont vous permettre de faire un traitement à un instant donné. Donc vous n'aurez pas à vous en servir, en théorie, mais ce qui peut être intéressant, c'est de connaître cette organisation, parce que quand vous allez travailler sur un projet Angular, le CLI va faire 80% du travail. Mais 80-90%, il y aura toujours la petite partie custom qui sera dépendante de votre projet, où vous aurez besoin de rajouter de faire des choses spécifiques. Alors, malheureusement, aujourd'hui, avec Angular, on n'a pas accès à cette configuration Webpack. Et ça serait l'endroit idéal pour dire, bah, OK, ce que Angular a fait, ça me va très bien, mais je veux rajouter des choses. Donc, vous avez plusieurs solutions. Soit vous rajoutez vos propres outils à la suite du traitement Webpack, soit vous éjectez, je crois que c'est toujours ça, eject. ng-eject, ouais. ng-eject, vous pouvez éjecter la config Webpack pour après la modifier par besoin. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Au final, un build Angular, vous voyez, c'est ce qu'on vous a mis sur l'écran là. Ça va être donc tous vos assets et tous vos fichiers buildés par Webpack. On parle de performance aujourd'hui, c'est l'objectif de ce thème. Vous vous dites pourquoi il parle de performance, il n'en a pas encore parlé. Bah oui, on va en parler maintenant. En fait, la première chose, c'est qu'il faut se rendre compte que Angular fait partie de cette nouvelle génération de frameworks, au même titre que React ou que Vue. On est sur des frameworks très très performants. Donc l'image n'est pas tellement importante, on vous a mis un lien. C'est une personne qui s'amuse à benchmarker régulièrement tous les frameworks. Ce qu'on peut voir, c'est que ça se vaut maintenant. Enfin, on n'est plus, il y a eu un petit peu ce concours à la performance, c'est un peu le leitmotiv maintenant de tous les frameworks. Mais maintenant, on est quand même sur des frameworks très très performants, que ce soit Angular, React ou Vue. Et ce qu'on va faire, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est vraiment dans des situations extrêmes. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est pour ça qu'on insiste sur cette slide, vous n'avez pas, comme dans AngularJS, vraiment besoin de mettre les mains dans le cambouis pour améliorer la performance, parce qu'on est sur des technologies très éprouvées et très performantes aujourd'hui. Mais il y a des situations quand même encore où on peut avoir quand même on peut avoir un petit effort à faire pour améliorer les choses. Alors on va vous parler de 3 leviers aujourd'hui.
vous allez être capable, pour améliorer les performances de votre application, d'interagir à 3 niveaux. Au moment du build, donc on verra qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour améliorer le build de l'application. Au moment du load, c'est-à-dire que le chargement, c'est très consommateur en termes de performance, il y a plein de choses qui se passent et on a des leviers à ce niveau-là. Et même, on verra enfin, la dernière solution, c'est même dans le run, c'est-à-dire dans le code de votre application Angular, vous avez des solutions pour améliorer les choses. Donc, Wassim va vous parler du build d'abord. Ok. Ça, c'est toi, ça. Okay. C'est moi? Non, tu respires. Non, c'est pas moi, c'est toi. On a hyper bien préparé, vous allez voir, ça va bien se passer. Processus de compilation. Donc, effectivement, avant de commencer à s'intéresser à ces histoires de perf, on va d'abord essayer de voir ce qui se passe sous le capot, ce que fait Angular, pour voir du coup qu'est-ce qu'on peut optimiser s'il y a besoin, encore une fois. Le message, c'est vraiment s'il y a besoin. Commencez pas à optimiser si vous n'avez pas de problème de perf. Donc, lorsqu'on développe en fait notre composant, donc dans notre fichier avec le template, les annotations, tout ce qui vaut, tout ce qui va bien, derrière, c'est compilé par un compilateur de template. Donc, quand je vais parler de compiler, je parlais du compilateur de template, d'accord? Donc ce compilateur, voilà, parse toute votre syntaxe et tout ce qui va avec, tokenize, etc. Et puis au final, en fait, il nous génère un code qui est optimisé pour la VM du navigateur. Ici, V8 par exemple. Donc ce process, en fait, s'appelle CodeGen. Donc il n'est pas propre à Angular, hein, donc il est déjà disponible dans pas mal d'autres technos. Mais grosso modo, vous écrivez ça. Et c'est ceci qui est généré et envoyé au navigateur pour être interprété. Tout le monde voit de quoi je parlais ou pas? D'accord, ok. Peut-être 2 mots quand même sur la compilation de templates, c'est quelque chose qui existait déjà en AngularJS. Vous voyez bien que vous avez un template avec du HTML avec des zones dynamiques. À un moment donné, Angular va être obligé de regarder les zones dynamiques pour faire le vrai HTML. Et donc la compilation de templates, c'est ça dont on parle en fait. Ouais, en fait, c'était plus l'interprétation de template dans AngularJS. Là, ils compilent vraiment votre code justement grâce à TypeScript et cette notion de typage statique. Ils sont capables, en fait, l'équipe est capable d'extraire, de savoir vraiment toutes les propriétés à l'avance, toutes les propriétés d'un objet, d'une classe, pour pouvoir du coup générer ce qu'il faut. Et surtout, on verra par la suite la partie optimisation, donc enlever du code qui n'est pas utilisé, du code mort. Donc justement, en fait, tout le monde connaît JavaScript, on connaît tous JavaScript. JavaScript, c'est un langage dynamique, très dynamique d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut, on peut commencer par un objet vide et puis le renseigner au fur et à mesure des propriétés à chaud, au runtime. On peut aussi supprimer ou on peut vraiment manipuler en fait le prototype de l'objet. Ces choses-là ne sont pas très optimisées d'un point de vue interprétation derrière par le moteur V8, en l'occurrence ici, dans votre navigateur, parce que le moteur, en fait, il a besoin de savoir la structure de votre objet pour par la suite du coup accélérer les accès. Du coup justement en fait V8 en l'occurrence utilise tout un tas d'optimisations qui sont du coup cachées pour nous développeurs, sont built-in dans le navigateur, dans le moteur. Par exemple les hidden class et le inline caching. Les hidden class en fait c'est la notion de typage dans V8, comme ce qu'on a par exemple dans TypeScript, on a des classes, des types, etc. V8, lui, ils s'en fout TypeScript, il interprète du JS, le JS n'est pas typé, donc eux, ils ont besoin en fait d'avoir une construction typée au sein même de V8 pour du coup justement optimiser les accès par la suite. Et donc cette construction se fait au runtime en fait, à la volée, enfin pas au runtime, au access time plutôt. Au moment où vous allez accéder à une propriété, c'est à partir de là que V8 va construire ses classes, et d'ailleurs même plusieurs, des fois par objet. Et donc justement le inline caching, c'est ce qu'on a vu juste avant avec Angular, ce qui génère, en fait V8 fait pareil en mémoire, il génère le code la première fois pour que la deuxième fois l'accès soit plus rapide. Donc inline vraiment le code, par exemple d'une fonction ou des accès. Donc en fait ces principes là je viens de détailler, c'est ce qui est résumé ici par le monomorphique, polymorphique, etc. Effectivement ce qu'on privilégie là, c'est d'avoir un code monomorphique. Dans un code où du coup par exemple V8 aura moins de travail à faire, pour le moteur de manière générale, moins de travail à faire pour accélérer ces accès-là. Ce qui n'est pas le cas du coup par exemple dans AngularJS, qu'on connaît tous. Hein. Si vous regardez le code source d'AngularJS, vous allez avoir souvent ces eval en fait qui se font. Donc eval, bon, c'est bien, c'est le mal, on s'en fout, c'est pas le débat. Mais là en l'occurrence en fait, c'est que ça crée en fait un contexte à chaud au runtime
que V8 ne connaît pas. Donc il est obligé de reparser, retravailler, recréer les hidden classes, re-inline, etc. et relancer en gros toutes les optimisations. Tout ça dans une boucle while. Donc là, en fait, on a vraiment un code dans la littérature V8 qui est un code polymorphique, qui est dynamique, où du coup la structure de l'objet n'est pas connue à l'avance. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est recommandé, quand on fait un objet, renseigner directement, par exemple, si on fait des classes, renseigner directement dans le constructeur toutes les propriétés qui sont accessibles, en fait, et non pas les rajouter par la suite dans une fonction, etc. Tu voulais dire un truc? Ouais, juste essayer d'avoir une image très simple, parce que c'est très compliqué, en fait, la notion de cache et de la VM. Pour vous faire une image très simple, vous imaginez, vous essayez d'accéder à des objets, et soit le navigateur connaît ces objets, et il les a mis dans son cache s'il vous les fournit, soit il les connaît pas et il y a tout un processus pour les retrouver. C'est ça en fait qui prend du temps. Et ce qu'on dit, c'est que quand la boucle là qu'on vous a montré quand un cache contient des objets qui sont toujours les mêmes, le même type d'objet, c'est très rapide. Et quand un cache commence à contenir des objets très différents, c'est très lent. Ça sert plus à rien en fait le cache. Et comme cette boucle là que vous a montré Wassim de AngularJS, c'est la boucle qui est utilisée par tous les templates de l'application. Donc on imagine bien, dans la mesure que tout le monde passe par le même endroit, que ça sera forcément polymorphique. On n'aura jamais une base constante. Et c'est justement ce que vous a généré Angular avec du TypeScript. Au contraire, là on est sur du monomorphique, parce qu'on aura toujours pour un template un seul type d'objet qui pourra être caché du coup, et accéder beaucoup plus rapidement. C'est du coup le slide suivant. Effectivement, donc le code qui est généré par... donc en fait, l'équipe Angular essaie de ne pas refaire la même erreur en fait, avec Angular, ce qu'ils ont fait avec AngularJS. Donc là, ils ont étudié plusieurs façons. D'ailleurs, même plusieurs itérations en fait, sur un compilateur régulièrement. Donc il y aura chaque nouvelle version d'Angular en fait. C'est un des conseils qu'on va vous donner effectivement. C'est essayer toujours d'être à la dernière version d'Angular parce que les perfs, en fait, elles sont de plus en plus meilleures, on va dire. Et donc, revenons en fait à notre cas de génération là, de code gen. Effectivement, là, on a un contexte avec un accès à une propriété connue à l'avance, au runtime. Du coup, le code, il ne va pas changer en fait. Donc là, V8 va être content parce qu'il va pouvoir générer ses hidden class une bonne fois pour toutes. Et du coup, la recherche, le lookup, va être rapide parce que du coup, les index sont connus à l'avance. Et en fait, c'est intéressant cette notion parce que chaque framework a sa petite solution pour optimiser un petit peu les performances. On sait que par exemple des solutions comme React et Vue, ils ont beaucoup développé le Virtual DOM pour optimiser les accès au DOM. Et le fait de typer en Angular avec TypeScript, c'est un autre axe d'amélioration pour faire un framework beaucoup plus performant. Mais ça, c'est cadeau. Enfin, c'est cadeau. Vous n'avez pas à intervenir là-dessus, vous pouvez rien y faire. C'est pour ça qu'on type avec TypeScript nos templates, et c'est pour ça que c'est juste le fait de typer, vous allez optimiser votre application. En fait, ce qu'il faut savoir en Angular, jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a deux types de compilation. Il y a la compilation par défaut, qui est donc JIT, Just in Time, et la compilation AOT que vous devez activer manuellement au build. En tout cas pour l'instant, elle sera par défaut plus tard. Donc voilà, le JIT, pour faire simple, avec un schéma rapide, l'interprétation, on va dire la compilation tout simplement en fait, du template d'Angular se fait dans le navigateur. Donc ça, c'est JIT, ça n'a rien à voir avec Angular, c'est un concept de compilation de manière générale. Et du coup, il y a quelques problèmes, en tout cas dans le contexte de V8 du web de manière générale. C'est justement la taille des bundles, parce qu'en fait, qui dit interprétation au runtime, il faut shipper le compilateur. Voilà. Donc ça grossit vos bundles au final. Qui dit du coup des gros fichiers dit un temps de chargement plus lent, plus ou moins, donc le TTI, le time to interactive, et viendra plus tard du coup. Et éventuellement des problèmes de sécurité, parce que si on doit interpréter du code dynamiquement, on ne sait pas du coup ce qui va être injecté au runtime. Ça peut être une extension qui va venir injecter du truc, voilà. On peut imaginer des scénarios un peu fous. Et après, donc tout ça aura éventuellement quelques soucis avec les performances, tôt ou tard. Plus votre application va grossir, plus vous allez avoir potentiellement des problèmes de performance. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, c'est bon, vous passez à autre chose. Mais si c'est le cas, effectivement, il faudra commencer à regarder la checklist qu'on vous donne. Maintenant, à côté, on a la compilation Ahead of Time, AOT, qui s'active du coup au moment du build avec un flag, on montrera après,
où là, en fait, on va pré-générer le code côté build system sur notre CI ou sur notre machine. Justement, c'est là où on parlait de la génération de code que fait Angular. Et après, on va shipper que le nécessaire. On va lancer de l'optimisation sur ce code généré et on va garder que ce qui est utilisé par notre application. Et du coup, la taille des bundles, alors j'ai mis un astérisque parce que ça peut être... On peut avoir des bundles plus... Parce qu'en fait, on ne ship pas le compilateur finalement. On n'a plus besoin d'interpréter au runtime. Donc, on va retirer... alors, en moyenne, c'est 40% du code d'Angular, en fait, c'est le compilateur. Mais ça ne veut pas forcément dire que votre bundle va être plus petit, parce que plus votre application est complexe, plus vous allez peut-être... comment dire, plus le compilateur va peut-être générer beaucoup plus de code au final pour avoir en fait un code ISO. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le code compilé reste plus lourd que le code non compilé. Ce qui veut dire qu'il y a un moment où la balance bascule du mauvais côté. C'est-à-dire qu'on enlève le compilateur, mais plus on a du code compilé, plus il est plus lourd que le code non compilé. Donc au bout d'un moment, c'est pas tellement là-dessus qu'on économise en fait. En tout cas, en moyenne, effectivement, on a constaté des bundles plus petits dans les différentes applications, ce qui fait du coup un temps de chargement plus rapide. Et du coup, votre utilisateur pourra interagir, donc TTI, pourra interagir plus vite avec votre application. Je ne parle pas de la sécurité des performances, parce que du coup, c'est une conséquence directe de la suite. Donc si effectivement il n'y a pas de code interprété, on va dire, ok, en tout cas, si on revient à notre scénario d'extension, en fait, elle pourra injecter du code, mais ça ne sera pas dans notre contexte à nous. Donc les performances, effectivement, donc, vu que c'est un code qui est VM friendly, donc comment dire, optimisé pour la VM, pour les navigateurs, on peut imaginer, alors on n'a pas fait de test, mais on peut imaginer que V8 par exemple va pouvoir inliner rapidement le code généré, enfin que lui a généré, je parle de V8, et surtout créer les hidden classes une bonne fois pour toutes et pas les régénérer à chaque fois. Ce qui accélérera du coup le lookup. Donc on a fait des tests, effectivement, on peut se rendre compte qu'on divise le temps de chargement par 2 quand on passe en AOT. Donc voilà, c'est pas une science exacte, hein, donc ça peut être très relatif. Voilà, je rentre pas dans le détail, mais voilà, vous pouvez remarquer que l'appli démarre plus vite parce qu'il y a moins de code à compiler au runtime par Angular. On va peut-être pas gagner, comme on disait, sur la taille. Donc c'est pas forcément le temps de téléchargement qui va nous faire gagner du temps. Enfin, c'est pas là-dessus qu'on va gagner. Par contre, le temps, vu qu'on toute cette phase de compilation avant de rendre votre application disponible ne se fait plus, l'application est tout de suite disponible. Donc on vous encourage grandement, si vous faites une application Angular, à vraiment la compiler en AOT. Ça va vraiment être du win-win pour vous. Et c'est très important de le faire parce que y a quand même pas des inconvénients, mais des choses à savoir. Quand on compile, une application peut très bien marcher en JIT et ne plus marcher en AOT à cause des types. Parce que quand vous êtes en JIT, finalement, ça a été compilé en JavaScript, la notion de type disparaît. Quand vous êtes en AOT, Angular se sert de TypeScript pour faire les fameux codes générés. Donc vous avez vraiment intérêt à faire des tests aussi. C'est un conseil qu'on vous donne. C'est faites de l'AOT. Et 2, testez bien que votre application build bien en AOT et qu'elle s'exécute bien de la même façon qu'en JIT parce qu'on peut avoir des surprises. Qui est sur la version 4 d'Angular dans la salle? D'accord, donc les autres je pense que c'est en dessous. Qui est sur la 5? Ouais. Les aventuriers. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une discussion qui, voilà, peut-être dans les futures versions, donc je sais pas, la 5 ou la 6 d'Angular, AOT sera par défaut en fait. Justement pour tous ces gars-là. Donc en fait, au moment où, voilà, comme tu disais Cyril, effectivement, quand on compile actuellement notre code en AOT, il faut qu'on respecte en fait certaines règles dans notre code, comme par exemple, tout simplement, vous ne pouvez pas implémenter votre propre annotation, par exemple pour un besoin métier, ça ne passera pas en mode AOT. Le compilateur AOT reconnaît un set bien défini d'instructions, que ce soit du langage, de la partie du domaine Angular, etc. Si vous sortez de ce contexte-là, vous allez avoir des erreurs. Et ça, c'est temporaire. Donc l'équipe, surtout Tobias, en fait, il bosse sur le compilateur à plein temps, c'est son boulot. Et voilà, à chaque nouvelle release, on peut s'attendre à des surprises. Donc justement, la prochaine version d'Angular, la 5, sort le 23 octobre, donc bientôt, après-demain, je pense, ou la semaine prochaine. Et en fait, on vous recommande toujours, si c'est possible, on sait que des fois ça peut être compliqué effectivement de migrer, mais au moins de rester sur toutes les dernières versions majeures. Modulo, voilà, les breaking change, etc. Surtout parce que c'est d'autant plus vrai qu'en ce moment, on est dans une phase très active sur le projet.
C'est-à-dire que on n'est pas dans des gros breaking change à chaque version majeure, c'est vraiment de l'optimisation, des améliorations. Donc c'est des transitions qui en général se font plutôt en douceur et qui apportent vraiment des réels gains de performance. Donc si vous pouvez le faire, switchez de version régulièrement en ce moment. Et puis de toute façon, si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à créer des issues, participer du coup à l'amélioration du produit. Donc ça, c'est un screenshot de plein de gens en fait, qui sont passés, je crois que c'était la version 2 à la version 4. Alors la version 2 à la 4, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi il n'y a pas eu de 3, mais en gros, c'était juste un renommage de version avec l'incrémentation majeure de certaines dépendances. Mais ils ont quand même en fait optimisé pas mal on va dire le cœur, le moteur en fait de rendering. Et du coup, voilà, les gens étaient super contents parce que c'était une mise à jour gratuite. Il n'y a pas eu de breaking change, il n'y a rien. Par contre, le moteur était pas mal optimisé. Du coup, ça dépend des projets encore une fois. On parle de 25% de gain, on parle de 49%, etc. de réduction de code. Donc il y a quand même quelques témoignages voilà, qui prouvent effectivement que ça marche. Builder pour la production. Alors, il y a des choses à savoir quand on build. Donc quand on build en dev, en local, effectivement, il y a certains flags qui sont activés par défaut, en mode dev, par exemple le source map, etc. Mais quand on va builder en prod, donc pour ceux qui utilisent Angular CLI, encore une fois, il y a des flags à mettre. Donc par exemple -prod. Donc -prod, c'est un alias vers plusieurs flags, donc il faudra regarder la doc. Donc par exemple -env prod, et puis il va activer la AOT. Donc là, il n'est pas dans les slides, mais c'est en fait implicite, c'est activé par défaut. Le -build optimizer, pour l'instant, il est optionnel, donc il faut le mettre manuellement, parce qu'il est encore expérimental, pardon. Et en gros, en fait, il va venir lancer tout un tas d'optimisations sur le code généré. Ces optimisations-là sont expliquées dans la doc sur GitHub, et qui va du coup, par exemple, renommer des variables déjà minifiées, etc., faire vraiment lancer on va dire une optimisation agressive sur le code déjà généré par TypeScript. Voilà. Voilà. Concaténe tricher minification, donc ça c'est obvious pour tout le monde. Hein. Et surtout, ce qu'on oublie, c'est le enable mode prod en fait. Prod mode, pardon, qu'il faut mettre, parce que par défaut c'est généré par CLI, mais si vous avez fait votre propre starter, etc. à maison, il ne faut pas oublier d'activer cette fonction, d'appeler cette fonction quand on est en mode production. Cette fonction, en fait, elle désactive pas mal de choses, comme par exemple, il n'y a plus de debug. Parce qu'en gros, quand on développe en fait, Angular, enfin, le compilateur génère des attributs de debug dans HTML. Et du coup, quand on désactive ça, il n'y a plus de debug. Du coup, le HTML est plus léger. Ce qui, effectivement, du coup, optimise le runtime et ainsi de suite. Parce qu'il y a moins de code à interpréter. C'est toujours moi? Ouais. Donc, quand on importe RxJS, il y a des RxJS lovers dans la salle? Ouais, pas beaucoup. Ouais. Alors, effectivement, des fois, on peut s'emballer avec RxJS et importer, parce qu'on n'a pas le choix de toute façon, et importer tous les opérateurs et les observables dont on a besoin. Parce que c'est comme ça qu'est fait RxJS, c'est super modulaire. Alors, ce qui est recommandé, effectivement, c'est d'importer ces opérateurs-là à la demande, plutôt que d'importer tout le package RxJS. Vous imaginez les conséquences derrière. Importer tout le package, ça importe tous les modules qui vont finir dans prod, dans votre fichier bundle, enfin votre fichier buildé. Fichier buildé. Après, d'autres bonnes pratiques, c'est regrouper tous les imports dans un fichier à part, etc. Faire un chargement lazy loadé, mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Pour ceux qui utilisent Angular CLI, vous avez un fichier qui s'appelle polyfills.ts, qui est à la racine d'SRC, je crois. Il y a tout un tas de commentaires dans ce fichier-là. En gros, ce fichier, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est là où vous devez mettre les polyfills pour votre application. Est-ce que polyfill, ça parle à tout le monde? Qui ne connaît pas polyfill? Ok. Donc, en fait, un polyfill, c'est un terme qui décrit... Je crois qu'on dit prothèse d'émulation en français. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair. Qui connaît prothèse d'émulation? Grosso modo, voilà, on est entre dev, on est entre tech. À chaque fois que vous utilisez des features qui ne sont pas disponibles dans votre navigateur cible, sans les nommer, vous pouvez mettre ces polyfills-là, en fait. Par exemple, j'utilise, je sais pas moi... Les eurofonctions, par exemple. Si vous faites des eurofonctions dans votre code, il y a certaines versions d'Internet Explorer qui ne reconnaissent pas l'eurofonction. En fait, voilà. Donc ça, c'est de manière générale, effectivement,
qui décrit les polyfills. C'était pas un bon exemple parce que les raw functions sont transpilées par TypeScript. C'est vrai. Mais par exemple, les promesses dans certains de vieux navigateurs, du coup, on va décommenter. Là, c'est juste en fait le début du fichier. Il y a plein de trucs en dessous après. Faudra, voilà. Non, c'est pas là. Faudra du coup décommenter en fait les polyfills dont vous avez besoin. Et surtout, ne décommentez pas tout. Parce que si vous travaillez sur un projet où vous ciblez juste Firefox, je sais pas, 2, j'en sais rien, bah vous maîtrisez ce navigateur, vous savez ce qui lui manque, etc. Donc mettez ces polyfills uniquement. Bien sûr, si vous ciblez la terre entière, bah là, il faudra activer tout le nécessaire. Ensuite, quand on build en mode AOT, donc pour l'instant, donc -AOT ou -prod, il y a des polyfills dont on n'a pas besoin. Par exemple, ici, les reflects. Les reflects sont utilisés par le compilateur d'Angular, compilateur de template, au runtime, justement pour faire l'introspection sur votre code, etc. Si vous buildez en AOT, vous avez pré-généré le code, donc vous n'avez plus besoin de faire ça en fait. Donc ce sera à décommenter. Il paraît qu'il nous reste 10 minutes. Je vais faire vite. Voilà. Si vous avez des doutes, etc. sur la taille de vos bundles, il y a des outils qui vous permettent d'inspecter ça. SourceMap Explorer par exemple, vous lancez sur vos bundles Webpack et va vous dire en fait qui consomme quoi, surtout combien. C'est hyper important ça. Enfin, je vous fais un retour d'expérience, même si on n'a pas du tout le temps, mais c'est pas grave, tant pis. On l'a fait sur un projet récemment. Et, on utilisait Moment. Qui connaît Moment, la librairie? Tout le monde connaît, c'est formidable. Et mais on n'en avait pas vraiment besoin. C'était vraiment plus de la fainéantise. En fait, on s'est dit tiens, on va faire 2-3 manipulations de date. On va utiliser Moment. On a lancé le Source Map Explorer et on a vu la taille que prenait Moment avec tous ces fichiers de local et tout. Et on s'est dit bah non. Enfin, vous voyez, c'est un bon outil pour détecter. Ça paraissait innocent quand on l'a utilisé, et en utilisant cet outil-là, on voit vraiment la taille que prend la librairie par rapport au reste de l'application, et du coup on l'a viré, et on a fait ça avec des dates à l'ancienne, et ça marche. Donc rajoutez ça à votre CI, votre Jenkins, et inspectez ça régulièrement du coup, et faut taper sur les devs. Le load, je continue du coup, et puis après je te laisse. Qui connaît Angular Universal? C'est pas assez connu. Alors, Angular Universal, le but de c'était un projet open source initialement en fait. Le but de ce projet-là était de nous permettre en fait de générer une version crawlable d'une application Angular. Donc faire du server-side rendering, ce qu'on appelle server-side rendering, ou en gros faire de la génération d'HTML côté serveur. Grosso modo, faire tourner Angular côté serveur parce que c'est possible. Et du coup, pour éviter effectivement tous ces problèmes de chargement, de temps de chargement, parce que quand on fait des RIA/SPA, on envoie tout ça en fait au navigateur, toutes les ressources, tout le JS, souvent, et puis tout le rendering se fait côté navigateur. Mais entre-temps, en fait, ça peut être lent, ça dépend du réseau. Il y a une étude qui a été faite du coup par Google, on peut avoir un gap entre 3 et 20 secondes sur une connexion 3G par exemple, où on a une page vide, on n'a rien, on a un loader à la limite des fois. Et justement, cette étude en fait a démontré que souvent, 53 ou 57, je sais plus, 53% en fait des utilisateurs quittent le site si votre site ne s'affiche pas en dessous de 3 secondes sur une connexion, encore une fois, 3G. Justement, le but de ce projet-là, effectivement, c'est de faire du server-side rendering. Comme ça, en fait, on envoie déjà à l'utilisateur une version utilisable ou plus ou moins utilisable de l'application pendant que le reste charge. Et donc en fait, si vous connaissez, on n'a plus le temps, on ne va pas entrer dans le détail, mais si vous connaissez le pattern Rail, Universal en fait optimise la version, optimise le load en fait, le temps de chargement. Effectivement, comme le fait Igor si bien ici en imitant un loader. Bref. Donc, ce qu'on fait grosso modo, voilà ce que j'ai dit à l'oral, je les appelle slides. On génère en fait tout le code côté serveur. Et puis on envoie au client, au navigateur. Donc pour cela, ça c'est possible du coup en fait, parce qu'Angular, contrairement à AngularJS, Angular ne dépend pas du DOM, ne dépend pas du navigateur. Grâce en fait à toute une abstraction qui est faite, par exemple lorsqu'on code notre appli avec tout un tas de composants, ces composants en fait sont interprétés par le compilateur, le fameux compilateur, qui du coup génère en fait un AST, et après en fait il va appeler le bon renderer pour afficher, du coup s'il affiche dans le browser, c'est le DOM renderer. Et par contre, si vous voulez afficher ailleurs, soit vous écrivez votre propre renderer, ce qu'on a fait du coup sur Universal avec Node, ou bien par exemple avec les web workers qui existent déjà, où on peut faire du rendering en dehors d'un navigateur.
Hop, donc pareil, des tests, c'est une connexion 4G, donc Chrome. Avec Universal, ça charge plus vite, pour faire simple. Donc si vous voulez plus de détails sur ce projet-là, j'ai écrit un article sur Medium. On partagera les slides après, vous aurez le lien. Toujours moi? Ok. Tu parles beaucoup en fait. Vas-y, parle, je vais prendre un peu de... Ouais, je vais le faire. Un autre aspect, là on est dans le chargement, mais c'est à cheval entre le chargement et le run. Les optimisations que vous allez pouvoir faire aussi, c'est gratuit, ça marche très très bien, c'est le lazy loading. C'est-à-dire qu'on vous encourage un maximum à découper une application Angular en modules. Ça c'est fourni par le framework. Et du coup, une fois que vous avez ces unités fonctionnelles de modules, vous pouvez facilement les charger à la demande. Et le routeur vous offre une fonction très simple pour ça, c'est vous allez configurer, associer à une URL une ressource. Donc ça c'est mon URL par exemple carte. Mais plutôt que de lui donner physiquement un composant que je vais afficher sur cette URL, je vais lui dire quand la personne ira sur cette URL, tu chargeras le module carte module et tu auras toutes les informations dedans pour savoir quoi afficher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre application se lance, vous allez la lancer avec un minimum de code. Et en fonction de la navigation de l'utilisateur, c'est là que vous allez shipper les modules et donc du coup optimiser les temps de réaction. Donc très très bien. Donc ça, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. On encourage beaucoup maintenant à avoir des configurations de route et à chaque route, on associe non plus un composant, mais on associe un module qui exposera un ou plusieurs composants. Même le app module. Alors, le runtime, c'est vraiment la dernière... tout ce qu'on vous a montré, c'est des options. C'est-à-dire que l'AOT, vous le faites ou pas, le Universal, vous l'utilisez ou pas. Et le runtime, c'est pareil. Vous avez des fonctionnalités dans le code qui vont permettre d'optimiser quand vous en aurez besoin. Déjà, il faut comprendre comment ça marche. En fait, quand on parle d'optimisation, on parle d'une seule chose, c'est la détection du changement. C'est ça qui est lent, en fait, dans une application. C'est que mon modèle de données change. Moi, j'utilise du data binding, donc je veux que dans la page HTML, ça reflète le changement. Et du coup, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui peut provoquer un changement? Il n'y a que trois choses. C'est l'asynchronisme. Donc, c'est des événements Ajax, enfin des requêtes Ajax, pardon, des événements utilisateurs ou alors des intervalles, des timers. C'est ça qui peut déclencher des changements dans un code. Et comment Angular donc va récupérer ces informations pour déclencher, mettre à jour la page HTML? Alors, ils utilisent une librairie spéciale qui s'appelle Zone.js, qui a la particularité de patcher tous ces éléments asynchrones et de vous donner la main. C'est aussi simple que ça. Zone.js va se mettre sur Ajax, sur XML HTTP request, sur les set timers et set intervalles et sur tous les événements navigateurs standards. Du coup, vous avez un hunter, un lead, peu importe l'API, mais Zone.js vous dit tiens, il s'est passé un truc, qu'est-ce que tu veux faire? Et du coup, Angular utilise cette fonctionnalité en disant quand Zone me donne la main, c'est-à-dire qu'il y a eu un événement asynchrone, Angular lance ce fameux detect change qui dit pour ceux qui ont fait du AngularJS, c'est le ngapply. Vous voyez, c'est vas-y, lance ta chaîne, mets tout à jour. C'est ça que ça fait. $apply. Voilà, $apply, pardon. En AngularJS, justement, vous aviez, pour ceux qui s'en rappellent, cette fameuse loop qui prenait du temps parce que dès qu'il y avait des détections du changement, il bouclait jusqu'à ce que ça soit stable, en fait. Et donc, c'était pas forcément toujours performant. Là, dans la mesure où on a un arbre de composants, avec donc une hiérarchie très bien organisée, Angular va créer des change détecteurs à chaque niveau des composants et il va être capable du coup quand un événement notifié par zone se déclenche de faire une seule passe pour tout mettre à jour. Donc on n'a plus ce fameux boucle, donc c'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus rapide. À chaque fois que Angular veut mettre à jour, il part du haut et il met tout à jour. Alors du coup, ça veut dire qu'on a des astuces là-dessus pour optimiser. Par défaut, Angular va toujours tout mettre à jour. Vous pouvez ajouter dans vos composants ce qu'on appelle le Change Detection Strategy et indiquer que mon composant, là, donc celui que je suis en train d'écrire, lui, je veux qu'il ne soit mis à jour que sur le push. Ça veut dire quoi le push? C'est-à-dire que ce composant, il a des entrées et des sorties, les fameux inputs. Et en indiquant on push, je dis mon composant, ça ne sert à rien de le mettre à jour si le input n'a pas changé. Ce qui veut dire qu'on arrive dans des situations comme ça, où on va avoir un arbre donc, de composants, Angular qui lance sa change detection, et si mon composant gris en haut là, j'ai mis on push, Angular va l'ignorer s'il n'y a pas eu de changement de propriété sur ce composant-là. Donc déjà, on optimise beaucoup. Là, on est capable de contrôler toute une partie de notre arbre où on sait que si la propriété en entrée n'a pas changé, rien ne changera dans le composant. Donc vous pouvez utiliser cette... Faire attention de le renseigner là où il faut, parce que ça bloque, ça élimine tout un arbre, un sous-arbre. En général, on part des feuilles voilà. Et on remonte comme ça pour maîtriser la stratégie. Soyez vigilants aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lui dit c'est le on push, c'est-à-dire qu'il va devoir comparer la donnée d'avant et la donnée d'après. Et là, on est à fond dans l'immutabilité.
C'est-à-dire que pour être sûr, l'immutabilité, c'est qu'un objet, pour être sûr que deux objets soient différents, on va considérer qu'un objet, une fois qu'il a été créé, ne doit plus être modifié. Comme ça, on sera sûr qu'à chaque fois qu'Angular devra comparer deux objets, ça sera forcément deux objets différents si les objets sont différents. Et donc, vous allez devoir implémenter les principes d'immutabilité pour être sûr que les inputs changent à chaque fois et qu'il n'y ait pas des effets de bord. Avec les observables, c'est un petit peu plus compliqué parce que quand on fait, je ne sais pas si vous le savez, mais on peut se passer en entrée un observable. Et du coup, un observable, c'est plus une seule, c'est toujours la même référence. Donc, comment Angular va gérer ça? Ça va être à vous en fait de dire à Angular, ok, je sais que tu ne vas pas être capable de le détecter. Donc, on va s'abonner au subscribe d'un observable. Et si l'observable publie, si on a fait du onPush, plus rien ne se passe. Donc on va utiliser une petite astuce, on a accès à ce change detector référence, et on va indiquer à Angular qu'on sait que quelque chose peut changer, donc on lui dit marque-le pour le changement. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Angular marque la branche prête à être détectée, et à la prochaine passe va changer votre arbre. Il reste deux choses à voir, ça c'est vraiment utilisé quand vous avez vraiment des grosses problématiques de performance. Vous avez la main pour détacher ou rattacher votre composant de la chaîne. Donc on peut imaginer qu'il y a des traitements qui sont très coûteux et vous ne voulez pas qu'à chaque fois Angular mette à jour les composants. Donc vous le détachez et quand vous décidez de le remettre dans le cycle, vous le rattachez. Donc ça c'est fourni par l'API. Genre le mouse move par exemple. Et enfin, ça, pour ceux qui ont fait le $apply en AngularJS, ça peut arriver que vous utilisez du code qui ne vient pas d'Angular et vous voulez déclencher sous une certaine condition du code, vous avez l'équivalent du run outside, enfin l'API zone vous offre une méthode pour dire lance-moi ce code et derrière lance une détection du changement parce que tu ne seras pas au courant que quelque chose a changé. Je termine avec ça. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je dois utiliser? Est-ce que j'utilise plutôt du changement, est-ce que je fais du push stratégie, est-ce que je fais quelle technique je dois utiliser? Il y a une formule simple, c'est la performance, c'est la fréquence du changement fois le nombre de changements en fait. Donc soit vous avez quelque chose qui va bouger beaucoup dans la page, soit vous avez au contraire une page mais avec beaucoup de data binding. Et donc c'est deux situations extrêmes qui peuvent très bien s'identifier. Quand c'est beaucoup de changements, une fréquence de changement, imaginez vous appelez une page avec des actions de bourse et ça clignote toutes les 5 minutes. Là on va plutôt vous conseiller de faire du détache, c'est-à-dire que vous allez maîtriser votre code et vous le rattachez quand vous voulez. Par contre, quand c'est beaucoup d'expressions dans une page, privilégiez les observables, l'immutabilité et tout ce qui est push stratégie. Ça sera beaucoup plus efficace. On termine avec ça. On a à peine débordé, on a été super. On a des conseils sur le build. Vous allez pouvoir regarder l'AOT, c'est vraiment quelque chose de très bien. Contrôlez vos imports. Sur le load, en général, on ne fait pas grand-chose, mais si vous avez vraiment des problématiques de performance, jetez un coup d'œil à Angular Universal, ça peut résoudre plein de problématiques. Et dans le run, c'est ce qu'on a vu, c'est que vous allez contrôler la chaîne de détection du changement, donc vous avez des armes pour optimiser vos applications. On vous a mis plein de ressources, parce qu'il y a plein de sujets là-dessus. Donc n'hésitez pas, il y a des articles très poussés et on est là si vous voulez poser des questions ou discuter après, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Merci. Merci. Il y a le temps? On a le temps? Ouais. Si on a le temps, oui. Il y a le temps? Ouais, parce que je nous ai faim, c'est pour ça. Il y a si vous avez des questions, il y a encore 2-3 minutes. Partez pas, il y a du temps pour les questions. Il y avait une question, non? Oui. Je te donne un sticker, c'est celui qui a posé la question. Attends. Non, il faut l'allumer. Allô, c'est bon. Moi j'avais une question sur le chargement des modules à chaud. Ouais. Aujourd'hui c'est le routeur qui gère ça. Est-ce que ça existe une feature pour charger un module à chaud, mais par exemple au clic sur un bouton? Alors, oui, c'est le lazy loading en fait. Oui, mais il n'y a que le routeur qui. Enfin, c'est automatique avec le routeur parce que c'est Webpack. Ce qu'il faut voir derrière, c'est que quand tu mets ce petit load children dans le routeur, ce qui se passe, c'est que Webpack va créer un sous-ensemble JavaScript, un nouveau bundle qui sera chargé à la demande. Est-ce qu'on peut le faire pour... il faut configurer Webpack, je pense, si on veut faire nos propres bundles.
Non, Parce qu'en gros, là tu voulais cliquer sur un lien et charger module. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que fait Angular en fait. Tu configures Non, ton il routeur. parlait d'un bouton, pas un lien, Voilà, sans passer c'est- par le routeur. En fait, c'est pas un D'accord. changement de page ni de composant, c'est de charger un widget sur la Alors, page actuelle. la stratégie là en fait, c'est d'utiliser les imports dynamiques ES6 ou D'accord. le polyfilé par Webpack effectivement, ou System.js aussi. Donc pour charger dynamiquement en fait un bundle. Ok. Donc, voilà, donc faut passer par du code. Mais non, en Angular, le chargement de module c'est via les URL. Donc si tu le fais via un clic, il faut que tu regardes côté system.import ou simplement import. Maintenant c'est dans le navigateur. C'est un feature ES6, ES7. Ok, je regarderai. Merci. Ok. Pas de questions? Quelqu'un d'autre? Il reste 2. Juste pour gagner un sticker, vous pouvez demander, je sais pas, numéro de téléphone. De toute façon, on est encore là toute la journée. Non, mais il rigole. Ah si, une question. Je pensais qu'il voulait vraiment demander un numéro de téléphone. Avec Angular 5, du coup, il y aura des breaking change, notamment avec l'AOT, des trucs comme ça. Est-ce que... Oui, peut-être pas la OT, mais surtout avec HTTP. Le module HTTP va être déprécié, donc il faut utiliser HTTP Client. Après, la liste détaillée, pourquoi, Mais etc. Tu c'est peux encore sur- l'utiliser en sur Git. 5, je crois. Oui, ça sera déprécié, mais Ouais. il sera viré à la version 7 en fait. En Angular 7, il n'y aura plus d'HTTP. Donc, voilà. Mais sinon, la liste est détaillée sur Ouais. GitHub. Non, mais ce qui est vraiment important dans le passage à la 5, c'est le AOT qui devient obligatoire. Et le AOT qui devient le mode par défaut, il faut que vous soyez vigilant parce que ça peut vraiment engendrer des erreurs quand ça marchait très bien en Git. Ouais. Bon, bah écoutez, s'il y a plus Il de reste questions. un. Qui le veut. Ok. Ouais. C'était rapide. Même pas de questions, rien, comme ça tu le prends. Merci, au revoir, à bientôt.